On a eu beaucoup de frustration parce que à chaque fois on se disait il faut qu'on lance, il y a le prochain confinement qui arrive et mince, ce sera pas celui-là. Bon. On avait quasiment 4 millions d'euros. Ouais. J'avais 22 ans et ça me paraissait un tout petit peu tôt et il y a seulement 0,2% des fonds d'investissement qui respectent l'accord de Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast de Business School. Si vous nous écoutez, sachez que vous pouvez aussi regarder ce podcast sur notre chaîne YouTube. C'est la grande nouveauté 2023, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce réseau-là. Et aujourd'hui, je commence cette saison avec Joseph Chouefati, qui est cofondateur de Goodvest. Il nous parlera de son parcours de l'hospitality management à l'entrepreneuriat dans les fintech. Bonjour Joseph. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup de t'être déplacé jusqu'à nous. Alors comme je le disais, on va parler de ton parcours, des embûches que tu as eues, mais aussi des beaux succès, il y en a plein. Avant, il y a une question qui me taraude. Quand on regarde ton parcours, on voit que tu as débuté tout de suite après le bac, comme je le disais, dans l'hospitality management, à l'EHL, donc une école à Lausanne. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre cette école, à rejoindre cet univers ? À ce moment-là, j'étais plutôt passionné pour l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel, donc tout ce qui tourne autour du secteur de l'accueil et du management. Et en plus, j'avais envie de voir autre chose qu'une prolongation du lycée. Le chemin peut-être plus traditionnel, c'est de faire une prépa. Chemin qui est super d'ailleurs, que mon frère et ma sœur ont fait. Mais moi, je voulais avoir une connexion qui était plus directe avec le monde des entreprises. Ce dont c'est le cas à Lausanne, parce qu'il y a énormément, tout au long du parcours, de projets, de groupes en lien directement avec des grandes entreprises. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à rejoindre Lausanne. Et donc, tu as fait, comme tu disais, un bachelor dans l'hospitality management. Aujourd'hui, tu as monté ta start-up, c'est une fintech, du coup. C'est quand même un assez grand écart. Est-ce que, rétrospectivement, c'est un choix que tu regrettes d'avoir rejoint l'EHL ou pas du tout ? Pas du tout. Je pense que ça m'a appris pas mal de choses que je n'aurais pas appris ailleurs. J'ai, dès la première année, travaillé avec des grands groupes, fait des présentations avec des grands groupes, des travaux de groupe. Et à travailler sur plein de matières différentes. Et donc, je pense que ça m'a apporté énormément aussi à la partie internationale qui est assez intéressante. Et donc, c'est un choix. Je referai exactement le même choix, je pense. Et quand on regarde ton profil LinkedIn, on se rend compte que tu étais un élève plutôt brillant. Et j'ai vu, tu as eu les honneurs ASG. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur... C'est une certification qu'on peut passer qui est en lien avec le milieu de la finance et du real estate, de l'immobilier. Et donc, c'est une certification qu'on peut passer quand on a des bons résultats pendant les études. Et en 2019, du coup, après ce bachelor à l'EHL, tu t'intègres donc le double diplôme HECX entrepreneur. Je pense que je ne prononce pas du tout correctement le nom de ce diplôme, mais les gens auront compris. Pourtant, on sent vraiment qu'avec tes expériences en stage, avec les résultats que tu obtiens à l'EHL, que tu as quand même une appétence pour ce milieu-là. Qu'est-ce qui te pousse vers ce double diplôme plutôt dans l'entrepreneuriat et t'éloigne du coup de l'hospitality management ? Alors, en parallèle de mes expériences à Lausanne, j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales, principalement dans l'événementiel. Je pensais que c'était l'événementiel qui me passionnait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était surtout l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai pris la décision de créer ma société après mes études. Je ne me sentais pas prêt de la créer immédiatement après Lausanne. J'avais 22 ans et ça me paraissait un tout petit peu tôt. Et je préférais avoir une sorte de tremplin, ce qu'est le master en fait, XHEC Entrepreneur. Et donc, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de postuler. Parce que je voulais créer ma société, je ne savais pas dans quel domaine. Et donc, ce master était un bon tremplin pour le projet, quoi. Et moi, il y a une question que je me pose, c'est que on en parlait juste avant l'interview, les étudiants de ce master, c'est à peu près un tiers d'étudiants issus d'HEC, un tiers d'étudiants issus de l'IX, donc Polytechnique, et un tiers d'étudiants venant d'autres horizons. Et c'est quand même un des masters les plus réputés en entrepreneuriat en France et même dans le monde. À quel point c'est exigeant d'intégrer cette formation ? À quoi ressemblait à peu près le process de recrutement ? Alors, le process de recrutement, il est assez classique sur le début. Il faut faire un dossier, répondre à un certain nombre de questions, avoir des lettres de motivation, il faut avoir le TOEFL, etc. Ça, c'est assez classique. Ce qui est assez original, c'est la partie entretien quand on passe à la deuxième étape, où on a 3 entretiens de 15 minutes
avec des entrepreneurs, ou des personnes qui tournent autour de l'écosystème du master et qui sont voilà, assez réputés pour être déstabilisants, où vraiment ils vont essayer de comprendre notre personnalité. Et en fait, le principal critère pour ce master, c'est pas uniquement l'aspect scolaire où il faut être un bon élève, mais surtout il faut avoir une personnalité d'entrepreneur. Et c'est ce qu'ils essaient de détecter avec ces 3 entretiens. Donc, T'as pas besoin d'avoir de projet de boîte à ce t'as moment-là. pas besoin d'avoir de projet de boîte. D'ailleurs, c'est pas forcément recommandé de venir avec un projet bien défini. Ils veulent des étudiants qui ont une bonne ouverture d'esprit, qui sont prêts à aller vers les autres qui ont des projets et qui sont pas voilà, fermés d'esprit sur un projet particulièrement qu'ils veulent absolument faire, même s'ils se rendent compte que peut-être qu'il n'y a pas d'opportunité ou peut-être que personne ne veut les accompagner dessus, quoi. Mais du coup, quand tu as postulé à ce master, tu savais déjà que tu voulais créer ta boîte? Et tu savais déjà Complètement. que ce serait une fintech? Alors non, pas du tout. Je ne savais pas que c'était une fintech. D'ailleurs, durant le master, j'ai travaillé sur différents projets. Le premier était en lien avec l'hôtellerie, donc rien à voir avec la fintech. Le deuxième était dans tout ce qui va être produits ménagers. Troisième, dans le vestimentaire. Et le quatrième, dans la fintech. Donc, j'avais pas vraiment la fintech en tête à ce moment-là. Et tu sens quand même que ça t'a apporté un plus par rapport à ton expérience aujourd'hui de CEO de Goodvest? Complètement, je pense que ça fait gagner beaucoup de temps. Ça aurait été beaucoup plus laborieux de créer Goodvest sans ce master. J'aurais pas non plus le réseau qu'apporte le master qui est considérable. C'est un tremplin aussi vers l'incubateur HEC qui ouvre aussi des portes à Station F. Donc ça aurait pas été la même chose. Ouais. Et quand on regarde ton parcours, je reviens un petit peu en arrière à l'EHL, tu as fait quand même des très beaux stages, notamment un à la Défense Arena, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais du coup, ces stages plutôt tournés vers l'événementiel, le spectacle, c'est quand même un univers qui t'a passionné à ce moment-là, ou t'as eu ces expériences-là juste parce que c'était en lien avec tes études? Non, c'est un univers qui m'a pas mal passionné, l'événementiel, le fait que ce soit quand même assez opérationnel. Et qu'il y a une sorte d'adrénaline en fait dans l'événementiel qu'on retrouve dans pas beaucoup d'autres domaines, et donc ça m'a clairement passionné à ce moment-là. Ouais. Alors, on en parle beaucoup depuis le début, on dit que Goodvest est une fintech. Pourquoi ne pas avoir voulu entreprendre justement dans cet univers-là de l'hospitality management ou de l'événementiel? En fait, c'est un univers où c'est assez compliqué de se lancer dans l'hôtellerie, la restauration. Si on veut vraiment entreprendre, il faut quand même avoir pas mal de capitaux ou alors lancer un petit projet. Moi, j'ai plutôt une forte ambition, donc j'avais envie de lancer un gros projet. Après, peut-être qu'un jour, je reviendrai dans le secteur. Hein. C'est pas du tout une idée que j'écarte. L'événementiel, en fait, j'ai eu beaucoup d'expérience dans l'événementiel. En parallèle, il y a eu la Défense Arena, effectivement la fête finale à Lausanne. J'ai créé une boîte qui organisait des événements étudiants sur Paris, où j'ai organisé une trentaine d'événements jusqu'à 2000 personnes. Et c'était quand même pas mal en lien avec le milieu de la nuit, puisque c'était les soirées. Et c'est un milieu qui m'a un peu fatigué à ce moment-là, et j'avais envie de voir autre chose, quoi. Mais justement, toutes ces expériences, ça t'a aidé plus tard à entreprendre et à savoir gérer un budget, gérer une boîte, gérer Goodvest tout simplement. Complètement, il y avait un vrai travail aussi. Il y avait la partie commerciale, trouver des écoles, ramener du monde, toute la partie financière, toute la partie communication. Et donc c'était une belle école en fait. Et quand on regarde aussi ton profil LinkedIn, j'avoue que je me suis beaucoup appuyé sur ton profil LinkedIn pour préparer cette première partie d'interview. On se rend compte qu'au milieu de ces expériences dans l'événementiel et l'hospitality management, on retrouve, alors que tu étais à l'EHL, une expérience chez Amundi en gestion de portefeuille aux États-Unis, je crois. Si j'ai Exactement. Pas de en fait, c'était Pioneer qui a été racheté par Amundi à Boston. Ouais. Et j'avoue que... Alors, dit comme ça, c'est peut-être un peu maladroit, mais cette expérience fait tâche au milieu de toutes tes expériences dans l'événementiel, et pour autant, elle est beaucoup plus en lien avec ce que tu fais aujourd'hui que tes autres expériences. Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet-là, alors que tu étais encore très loin de créer Goodvest et de créer une fintech? Alors, c'était de la curiosité. J'avais justement envie de voir autre chose. C'était vers la fin de mes études, donc c'est au moment où je commençais à vouloir voir autre chose que l'événementiel. En fait, mon père est dans la finance, et donc j'ai un pied dedans depuis que je suis petit. Et j'avais envie de voir un peu à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qui se passait, en quoi consistait vraiment le métier. Et donc c'était plutôt un stage découverte pour voir autre chose. Et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur le domaine.
Pas mal de choses qui te servent encore aujourd'hui. Qui me servent encore aujourd'hui. C'est un domaine qui est quand même assez complexe, assez opaque, surtout dans la partie gestion de portefeuille qui n'est pas vraiment la vitrine, qui est plutôt ce qui se passe derrière la machine. Et donc, comprendre les mécanismes, c'était assez utile. Et j'ai vu que dans une interview, tu expliquais que pour toi, un stage qui t'avait manqué, c'est un stage qu'on retrouve beaucoup ce temps-ci sur LinkedIn, c'est bras droit du CEO. Donc j'avoue que d'un point de vue extérieur, on peut penser que c'est un stage un peu bullshit, c'est un peu l'esclave du CEO. Mais pourquoi, pour toi déjà, c'est quoi un bras droit du CEO et pourquoi tu considères que ça t'a manqué? Alors, pour revenir sur la partie esclave du CEO, ça dépend du CEO avec lequel tu es. Ouais. Si c'est un tyran, effectivement, ça peut être esclave du CEO, mais c'est pas toujours le cas. Et même si voilà, tu as une notion, forcément, tu es le bras droit du CEO, donc parfois tu fais des missions qui sont pas super intéressantes. En fait, vu que tu es son bras droit, tu vois absolument tout ce qu'il fait, que ce soit la levée de fonds, les problèmes, la partie RH, la partie recrutement, la partie communication, la partie développement de produits. Et en fait, pendant ce stage de 6 mois, tu vas avoir tout ce que le CEO a fait pendant peut-être un an et demi depuis la création de la boîte. Et ça te permet d'avoir une longueur d'avance le jour où tu te lances, où tu comprends comment tu dois organiser ton temps, comment est-ce que tu lèves des fonds, comment est-ce que tu fais face à des problèmes. Et je pense que c'est assez enrichissant comme expérience. Oui, du coup, je comprends mieux maintenant. Quand tu décris effectivement l'expérience que tu vis, je comprends mieux pourquoi ça t'a manqué. Mais bon, au final, tu as créé une startup qui tient la route et c'est le moment où justement on va parler de Goodvest. En quelques phrases, Goodvest, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une solution d'épargne engagée pour l'environnement à destination des particuliers. Aujourd'hui, quand on place notre argent, on ne fait pas forcément attention à ce qu'il va financer. Et malheureusement, il finance beaucoup les énergies fossiles ou d'autres industries néfastes qui nous emmènent vers un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre. Et en fait, avec son argent, on a un pouvoir parce que c'est notre argent qui finance l'économie. Et donc, on peut choisir la manière dont on va l'investir. Et donc, chez Goodvest, justement, on fait attention aux entreprises et aux projets qu'on finance pour exclure toutes les énergies fossiles et pour respecter l'accord de Paris. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de projets ou de boîtes qui sont soutenues par l'épargne placée sur Goodvest? Alors, on finance en fait tout type de projet, beaucoup de maturités différentes. Ça va être par exemple du TGV avec Alstom. On va financer aussi des gros projets comme le Grand Paris ou des petites entreprises via des fonds qui sont 90-10, donc qui vont investir une partie dans des petites entreprises comme les Cafés Joyeux qui emploient, donc je crois que hier c'était la journée de la trisomie, donc qui va employer et qui va favoriser l'inclusion de personnes qui n'ont pas forcément facilement accès à l'emploi. Et à quel moment, alors tu en parlais, tu as eu beaucoup d'essais plus ou moins fructueux durant tes études, enfin en tout cas dans le master XHEC Entrepreneur. À quel moment t'es venue l'idée de créer une boîte dans l'épargne verte? Alors en fait c'était pendant le premier confinement. Je lisais un article de presse, je crois que c'était un article des Échos, qui expliquait à quel point l'épargne des Français était mal investie. Beaucoup investi sur les fonds en euros et très peu investi tout court en fait. Et donc ça c'est un vrai problème quand on voit l'inflation, surtout qu'elle n'a cessé d'augmenter depuis ce moment-là. Et je me suis dit ok, il y a un petit souci sur l'épargne, ça ne parle pas forcément aux Français l'investissement. Donc il y a un sujet. En même temps, je tombais sur d'autres articles qui soulignaient le fait que l'épargne finançait pas forcément les entreprises dans lesquelles on a envie d'investir, que les banques finançaient beaucoup les énergies fossiles, beaucoup trop. Et donc chercher une solution d'épargne à ce moment-là qui correspondait à mes valeurs. Et j'en ai pas trouvé, parce qu'il n'y en avait pas sur le marché français en fait. Il y a du crowdfunding, c'est la seule chose que j'ai trouvée qui était orientée impact. Mais le crowdfunding, c'est des petits projets qui sont peu diversifiés, qui sont peu liquides, voire pas du tout, et donc qui conviennent que pour 5 à 10% maximum de son épargne. Et donc il fallait une solution pour les 90% restants, quoi. Mais les sujets liés à l'épargne, il y a plusieurs sujets sous-jacents. Il y a déjà d'une part le rendement, on a envie d'avoir un retour sur investissement assez intéressant. Il y a aussi la question de la confiance, parce qu'il faut placer son argent dans des boîtes qui tiennent la route. Et alors au moment où on tourne cette interview, il y a eu quand même beaucoup de banques qui se sont cassées la gueule, et pourtant des gros mastodontes. Alors je ne parle pas forcément de SVB, mais plutôt le Crédit Suisse. Comment tu travailles sur ces sujets-là pour séduire des utilisateurs, enfin des clients qui peuvent être frileux justement à placer leur argent dans des structures un peu nouvelles? Alors en fait, il faut leur expliquer comment est-ce qu'on fonctionne.
Nous, aujourd'hui, donc on propose de l'assurance vie. Donc, juste pour expliquer un petit peu en quoi ça consiste aux auditeurs, l'assurance vie, c'est une enveloppe qui est totalement liquide, qui n'a rien à voir avec le décès, et c'est le produit d'investissement favori des Français, devant le livret A en termes de montant, et qui permet d'investir voilà, très facilement dans des actions, des obligations et des fonds, via des gérants d'épargne comme par exemple Goodvest. Donc pour proposer de l'assurance vie, on s'appuie sur un assureur qui est Generali. Donc c'est le 3e assureur européen, c'est une des plus grosses boîtes dans le monde, et donc qui est extrêmement solide, qui est à pignon sur rue depuis plusieurs siècles. Et donc ça, c'est le premier point. Il y a une partie des dépôts jusqu'à 100 000 euros qui sont garantis comme pour les banques. Et donc il y a une certaine sécurité. En plus, on travaille avec des sociétés de gestion, donc qui produisent les fonds avec lesquels on travaille, qui sont très connus également. Il y a PicTech, une société de gestion suisse, Mirova en France, NN Investment Partners. Donc voilà, on travaille avec plutôt des acteurs assez sérieux. Et c'est comme ça qu'on rassure aussi avec nos agréments qu'on a obtenus auprès de l'Orias, courtier en assurance, conseiller en investissement financier. Et je reviens un tout petit peu en arrière, au moment où tu te diriges vers ce master XHEC entrepreneur et où tu te rends compte que tu veux créer ta boîte. Qu'est-ce qui, dans ta tête, a été le déclencheur, ou le moment où tu t'es dit je pense que je suis prêt, je veux me lancer et vivre cette vie qui n'est pas toujours d'ailleurs hyper stable, surtout dans les premières années. Qu'est-ce qui a déclenché ce déclic? Ça s'est fait au fur et à mesure. Tu parles spécifiquement pour le projet Goodvest? Plus pour vraiment l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat et du coup de postuler au master XHEC. Je pense que ça a un peu toujours été en moi, je pense. En parallèle du collège et du lycée, j'ai eu même des petites expériences où j'ai créé des sites web avec des outils no-code, j'ai réalisé des courts-métrages. Je voulais toujours organiser des choses et créer des choses. Et donc, je pense que ça a toujours été un peu en moi, l'entrepreneuriat, en fait. J'avais besoin de toujours construire quelque chose, en fait. Je ne pouvais pas ne rien faire, juste voir des potes ou aller au ciné. Et donc, ça a été un peu naturel. Et tu m'en parlais quand on a préparé l'interview ensemble. Ça n'a pas été naturel pour tout le monde, parce que ton père n'était pas forcément pour le fait que tu lances une fintech, mais il voulait plutôt que tu restes dans l'hospitality management, c'est ça? Au tout début, ouais, effectivement, parce que vu que j'ai fait Lausanne et après j'ai fait le master en entrepreneuriat, il m'a dit « Ok, tu as un super bagage pour entreprendre dans l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. C'est ce que tu fais depuis grosso modo 4 ans. Donc, à mon avis, c'est le chemin que tu devrais poursuivre. » Et après, il a rapidement, quand je lui ai montré un peu le projet, qu'il y avait une première traction, des premiers investisseurs qui nous ont fait confiance, il a complètement adhéré. Mais au début, effectivement, la première intuition, c'était « Attends, tu devrais plutôt faire ça, c'est là-dessus que tu es formé, donc c'est ça que tu devrais faire. » Oui, parce que quand on est entrepreneur, ça reste important d'avoir le soutien de sa famille, de ses proches. Complètement, surtout que c'est pas forcément facile pour les proches en fait de te voir créer ta boîte et pas prendre un job qui apporte de la sécurité. Il y a quand même, je pense, une sorte de paternalisme, de maternalisme, une protection des enfants et donc pas forcément une volonté de les voir partir vers un projet qui est risqué où il y aura beaucoup de stress, potentiellement des échecs, etc. Et Goodvest, c'est pas une aventure solo. Tu l'as fondée avec Antoine Beneteau. J'espère que je prononce bien son nom. Alors, quand on regarde un peu son parcours, il est quand même assez différent du tien. Où est-ce que vous êtes rencontrés? Alors, c'est un ami d'amis. On s'est rencontrés en soirée, pour tout te dire, bien longtemps avant la création de Goodvest. Et on est restés en contact. Et moi, je suis à l'origine du projet Goodvest. Je travaillais dessus quelques mois. Et ensuite, j'ai cherché un cofondateur tech et donc complémentaire parce que j'ai pas du tout ce profil et fallait quand même développer une plateforme quoi. Oui. Et donc j'ai communiqué un peu sur le fait que je cherchais un associé ou une associée CTO sur LinkedIn, sur Instagram et donc il m'a contacté à ce moment-là. Il y en a d'autres qui m'ont contacté donc j'ai vu différents potentiels associés et Antoine m'a paru celui qui était le plus motivé et le plus avec lequel on était le plus aligné en termes de ce qu'on voulait créer. Et tu le disais tout à l'heure, tu t'es beaucoup cherché en termes d'entrepreneuriat, en tout cas au début du master XHEC. À quoi ressemblait Goodvest au début? Est-ce que c'est la solution qu'on connaît aujourd'hui ou est-ce qu'il y a eu quelques errances, quelques test and learn ou vous partiez peut-être sur d'autres produits? Il y en a eu un petit peu, mais c'est vrai que contrairement à beaucoup de boîtes où il y a parfois des pivots complets, nous, le projet a toujours été à peu près le même, c'était de faire une solution d'épargne responsable pour les particuliers. On a orienté assez rapidement quand même vers la partie environnement.
Au début, c'était juste investi, vraiment quand le projet est né, investi en lien avec tes valeurs. Donc, tu pouvais choisir vraiment tes thèmes en fonction de tes valeurs. C'est toujours le cas, tu peux choisir tes thèmes, mais notre proposition de valeur centrale, quand même, c'est l'expertise qu'on a sur la transition écologique, sur l'exclusion des énergies fossiles, sur l'analyse de l'empreinte carbone. On a noué un partenariat avec Carbone 4, donc, qui était cofondé par Jean-Marc Jancovici, justement sur le sujet, parce que c'est vraiment des experts indépendants sur l'analyse de l'empreinte carbone qui nous permet de respecter l'accord de Paris. Et donc, on a fait ce focus et on a construit une méthodologie maison qui est à la fois scientifique et transparente pour permettre aussi aux épargnants, une fois qu'ils ont investi, de connaître l'impact environnemental de leur épargne. Justement, tu parles de transparence, on parlait de confiance tout à l'heure. C'est important d'être transparent quand on évolue dans le milieu des fintech. C'est super important, surtout si on a une proposition de valeur qui est engagée. Donc, on peut aujourd'hui, c'est difficile quand même de se revendiquer vert, engagé pour l'environnement si on n'est pas complètement transparent. Depuis quelques années, tout le monde fait de l'investissement responsable, ou même si on sort du secteur de l'investissement, tout le monde est engagé pour l'environnement et est vert. C'est pas possible, c'est pas le cas, sinon on aurait réglé le problème du réchauffement climatique depuis quelques temps. Et donc c'est important de montrer patte blanche, d'expliquer comment on fait les choses, d'expliquer qu'on n'est pas parfait. Et pour ça, c'est vraiment la transparence. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on a deux piliers. Le pilier scientifique qui permet de se baser sur des faits concrets. C'est pour ça qu'on a noué un partenariat avec Carbone 4, c'est pour ça qu'on a une méthodologie, etc. Et un autre pilier de transparence qui en fait prouve qu'on ne fait pas de greenwashing. On ne peut pas dire que Goodvest fait du greenwashing parce qu'on a ces deux piliers-là en fait. Et on explique ce qu'on fait, on dit comment on le fait. Et donc le greenwashing en fait, par définition, c'est de se revendiquer plus vert qu'on l'est et de ne pas être transparent en fait. Oui, justement, le greenwashing, c'est une de tes grandes causes. On t'en parle beaucoup dans de nombreuses interviews. Pourquoi ça tient particulièrement à cœur pas de dénoncer, enfin si, de dénoncer ces pratiques et les entreprises qui ont recours au greenwashing? Parce que c'est agaçant en fait. Mais non, il y a beaucoup de greenwashing dans l'économie en général, mais surtout dans la finance. C'est un milieu en plus où c'est particulièrement facile pour les grands acteurs de faire du greenwashing parce que c'est un milieu qui est très opaque depuis le début, où en plus il faut avoir beaucoup de connaissances parce que les épargnants dans les agences bancaires, etc., ont été un peu infantilisés. Il n'y a pas une forte culture financière en France. Donc quand on fait du greenwashing en plus auprès de quelqu'un qui ne comprend pas comment ça marche, c'est encore plus facile. Et donc c'est assez problématique. Il y a énormément de greenwashing, il y a beaucoup de fonds labellisés qui continuent d'investir dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, un chiffre qui parle beaucoup, qui est assez choquant, c'est qu'il y a seulement 0,2% des fonds d'investissement qui respectent l'accord de Paris. Donc 99,8% voilà, des fonds qui ne respectent pas l'accord de Paris. Donc on est complètement largué sur cet objectif. Et donc c'est important de le mettre en lumière. Heureusement, il y a pas mal de grands médias qui sont saisis du sujet depuis plusieurs années, mois et semaines pour mettre en lumière le greenwashing qui est quand même assez présent dans l'industrie. Et tu le disais, c'est un milieu opaque. Je reviens sur le sujet de la transparence. Est-ce que c'est facile d'être transparent quand on évolue dans l'univers de la finance? Non, c'est extrêmement compliqué. Tout est fait pour qu'on ne le soit pas. Il y a aujourd'hui très peu de transparence, que ce soit sur les frais, sur la composition des fonds, sur comment ça fonctionne en général. Et donc pour nous, c'était tout un enjeu. En plus d'être... on ne peut pas choisir d'être transparent facilement, parce qu'en plus, c'est quand même très complexe. Donc il faut que ça reste compréhensible. Il y a aussi toute une histoire de propriété intellectuelle. On travaille avec des sociétés de gestion aujourd'hui. Leur recette, c'est leur savoir-faire en termes d'allocation, donc quelles actions ils vont investir, en quelle proportion. Et en fait, c'est comme si Coca-Cola dévoilait sa recette, c'est comme si on dévoilait toutes les recettes de grand-mère, et donc ils ne peuvent pas donner exactement les allocations. Donc nous, on doit trouver des méthodes pour être transparent. Donc c'est pour ça qu'on agrège les données, qu'on a le partenariat Carbone 4 qui nous permet de retranscrire l'empreinte carbone des investissements, la trajectoire de réchauffement climatique, donner des exemples d'entreprises et surtout, dès qu'il y a un client qui a des questions, lui répondre en toute transparence et sans tabou, quoi. Et justement, pareil, tout à l'heure, tu disais que les clients ne s'y connaissaient pas forcément parce qu'on a un gros manque de culture financière en France.
Comment reconnaître un fonds qui fait du greenwashing aujourd'hui? Bah, il faut creuser. Il ne faut pas s'arrêter au nom. Il ne faut même pas s'arrêter au label. Parce que les labels aujourd'hui ne vont pas suffisamment loin. Surtout le label ISR. D'ailleurs, on est tellement conscient du fait qu'il ne va pas suffisamment loin qu'il est en train d'être complètement réorganisé. Euh, il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder l'exclusion sectorielle. Il faut s'assurer que le fonds ne finance pas d'énergie fossile. La seule excuse qu'il peut avoir s'il finance les énergies fossiles, c'est si c'est dans une politique d'engagement en tant qu'actionnaire, vérifier que on vote pour une sortie complète des énergies fossiles. Mais aujourd'hui, très honnêtement, c'est quasiment impossible de s'assurer de ça. Surtout que les producteurs d'énergie fossile sont vraiment des mastodontes. Et donc, pour pouvoir influencer leurs décisions, c'est extrêmement complexe. Donc aujourd'hui, nous, le choix qu'on a fait, c'est exclusion complète des énergies fossiles dès le moindre pourcent. Donc ça, c'est une chose qu'il faut regarder. Il faut regarder ensuite également la trajectoire de réchauffement climatique et surtout comment est-ce qu'elle est calculée. On ne peut pas dire qu'on est aligné sur l'accord de Paris. C'est malhonnête de dire qu'on est aligné sur l'accord de Paris si on regarde que les émissions de CO2 directes et pas les émissions de CO2 indirectes. Je vais rentrer un peu dans l'explication, mais si on dit qu'un gérant pétrolier est compatible avec l'accord de Paris parce qu'en fait, il émet peu de CO2 en faisant l'extraction, mais que derrière, on ne regarde pas toute la chaîne de valeur qu'il y a ensuite, et donc c'est-à-dire l'utilisation de ces énergies fossiles en alimentant une voiture. Oui. C'est une approche qui est malhonnête. Donc il faut regarder si le fonds est respecté avec l'accord de Paris sur toute la chaîne de valeur, donc sur tous les scopes d'émissions de CO2 du premier au troisième. Et ça, c'est des données publiques qu'on peut trouver assez facilement? Alors, c'est des données qu'on peut trouver. Il faut le demander à son conseiller. Il faut demander le DIC qui permet en fait qui est une sorte de prospectus qui donne des informations sur le fonds. Et tout en haut de ce document, il y a les exclusions sectorielles. Donc, on va voir généralement exclusion du tabac, exclusion de l'armement. Il faut regarder si c'est uniquement exclusion du charbon qu'il y a ou est-ce que c'est exclusion de toutes les énergies fossiles. Et donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut regarder. Il ne faut pas hésiter à poser beaucoup de questions à son conseiller. Et si on voit qu'il n'y a pas de répondant, c'est qu'il y a peut-être un loup, quoi. Et vous en faites justement avec Goodvest de l'éducation financière? On en fait beaucoup. C'est partie intégrante de notre boulot. On produit énormément de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un blog. On fait également des tutos sur YouTube sur ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'une obligation, ce que c'est qu'un label. Et donc, ça nous tient vraiment à cœur. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la création de Goodvest, donc une fintech au moment de tes études, voire au sortir de tes études. Est-ce que c'est pas compliqué de créer une start-up dans la finance et d'être pris au sérieux quand on sort des études et qu'on a 23, 24 ans? Ah bah si, complètement. On a quelques freins, notamment trouver le partenaire assureur. Donc on va contacter des grands assureurs, AXA, Generali, etc. Oui, je crois que vous avez galéré sur ce point-là. Ouais, ça a été un peu compliqué au début. Ça a mis beaucoup de temps pour nouer la relation de partenaire avec Generali, plus d'1 an. Sachant qu'en parallèle, on discutait avec d'autres assureurs et qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit non pour cette raison-là, parce que justement, on sortait d'études. Et donc ça a été assez compliqué. Il a fallu aussi trouver des investisseurs qui ont mis quand même des billes dans des quasi-étudiants qui sortaient d'études. Et donc ça a pris du temps. Et on s'est pris quand même pas mal de claques et pas mal de portes, mais c'est ce qui rend plus fort, quoi. Et qu'est-ce qui a séduit Generali après 1 an? C'est vraiment la proposition de valeur. Donc on leur a expliqué notre engagement, ce qui n'allait pas aujourd'hui dans ce qui a été fait. Et ils ont été un peu visionnaires là-dessus. Ils ont cru en le projet et c'est pour ça qu'on bosse avec eux. Et pareil pour les levées de fonds, d'une part, il y a le sujet lancer sa boîte après ses études. Il y a aussi le sujet lancer une boîte dans la finance. Et puis il y a aussi le sujet lancer une fintech 100% verte. Est-ce que c'était pas compliqué face à toutes ces dimensions-là de trouver des investisseurs? Alors, je sais que vous avez quand même levé assez peu de fonds, si je dis pas de bêtises. Alors, on a levé on a levé quasiment 4 millions d'euros. Ouais. En equity et en dette. Donc ça commence à être pas mal pour une jeune boîte, parce qu'on a un business qui est quand même
capital intensive, quoi, Ouais. qui demande à consommer pas mal d'argent au début pour lancer la plateforme, pour se Ouais, faire bien sûr. connaître, etc. Et donc, ça a été long, on va pas se mentir. Quand on sort d'école et qu'on veut lever des fonds, qu'on veut lever 2 millions d'euros, surtout au début, quand on fait pas de chiffre d'affaires, ça prend du temps. On a dû parler à beaucoup de business angels, faire beaucoup de rencontres, leur montrer beaucoup de choses, être très patient. Quand on a fait notre seed, on avait un fonds qui avait signé une term sheet, etc., qui nous a planté quelques jours avant le closing. Donc ouais, il y a eu des étapes qui étaient difficiles, Ouais. mais au final, on a réussi à trouver l'argent, c'est le principal. Ouais, quand tu as des étapes difficiles comme ça, qu'est-ce qui t'aide à rester motivé? C'est c'est l'équipe. Enfin, dire qu'ils nous ont fait confiance. Ils ont quitté leur job pour nous rejoindre. C'est les investisseurs qui ont déjà mis des billes dans le projet. Mm. C'est les clients qui croient en Goodvest et qui ont envie de voir le projet continuer de se développer. C'est tout ce qui a été fait et qui n'a pas été fait pour rien. C'est la mission où on a envie de changer les choses et ça ne change pas suffisamment vite. Et si on ferme le projet, ça avancera encore moins vite. Donc c'est toutes ces petites choses. Et avec les années, il y a eu quand même pas mal de reconnaissance. Donc toi, tu fait partie de la sélection Forbes 30 Under 30. Super accent anglais. Un très bon accent, oui. Et puis, il y a eu aussi le fait que vous ayez fait partie de la section de challenge en 2021 des startups à suivre. Est-ce que c'est un joli plus à rajouter sur son CV ou est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose? Est-ce que ça t'a permis de débloquer des partenariats, d'avoir plus de crédibilité aussi sur la scène, que ce soit financière ou médiatique? Un petit peu les deux, hein. C'est vrai que c'est surtout de la visibilité d'abord dans un premier temps. Mhm. C'est assez médiatisé, etc. Et par contre, ensuite, forcément, ça contribue à de la crédibilité. Ça veut dire que si je m'arrête pas forcément uniquement sur Forbes ou Challenge, mais si j'avais fait ni le Master Entrepreneur, ni la sélection Forbes, qu'on n'avait pas levé de fonds, il y a un moment, personne ne ferait confiance. Donc, Ouais. plus ça fait qu'à la fin, il y a de la crédibilité. Donc, ça y contribue. Ouais, c'est pas juste un joli label qui fait joli sur son profil LinkedIn. C'est ça, mais si c'est un label, mais forcément ça contribue quand même à la crédibilité. Mais c'est pas ça fait pas tout, quoi, c'est clair. Et donc aujourd'hui, tu es à la tête de Goodvest. La boîte fonctionne plutôt bien, j'ai envie de dire. Donc ça fait 3 ans à peu près. Quand tu reviens en arrière sur ton parcours, est-ce que tu es plutôt satisfait? Est-ce qu'il y a des moments que tu regrettes? Je sais pas, des expériences, des choix que tu as pris que tu regrettes? Ou au contraire, est-ce que tu es plutôt content globalement de tout le chemin pour en arriver jusqu'à là? Écoute, plutôt content. Il y a forcément des choses qu'on aurait pu peut-être faire différemment, mais on pouvait pas le savoir à l'époque. Et globalement, on en ferait pareil. On a lancé, ça nous a pris à peu près 1 an et demi si on compte du projet vraiment au lancement de la boîte, 1 an si on compte de la création de la boîte au lancement de la solution d'investissement. Ce qui est un temps qui est quand même très court. On n'aurait Oui. pas pu faire beaucoup plus court. On a plusieurs concurrents, pas sur la partie engagée, mais sur les solutions d'investissement en ligne, qui ont mis 2 ou 3 ans avant de lancer un produit d'investissement qui est d'ailleurs moins complexe que le nous parce qu'il n'y a pas la partie environnementale ni la partie transparence, et donc on a quand même bien exécuté là-dessus. On a monté une bonne équipe, on a un partenaire qui est solide et qui nous permet d'avancer, donc non, j'aurais fait pareil, je pense. Et il y a une question que je t'ai pas posée, mais c'est vrai que tu as commencé à travailler sur Goodvest au moment du confinement. Ouais. Est-ce que c'était plus facile parce que du coup, à ce moment-là, on parlait beaucoup d'épargne, on parlait aussi d'environnement parce que le confinement a eu un effet bénéfique pour la planète et puis tu as eu aussi potentiellement plus de temps. Alors est-ce qu'au contraire, c'était compliqué d'entreprendre, de trouver des partenaires? Est-ce qu'il y avait une certaine frilosité aussi? Je pense que ça a été quand même un plus. Alors, ça aurait pu être un vrai plus, parce que si on avait lancé Goodvest juste avant le confinement,
ça aurait été très bénéfique. Les solutions d'épargne en ligne, elles ont cartonné pendant le Covid parce que forcément, on ne pouvait pas aller dans une agence bancaire. Oui. Donc, elles ont fait des années records à ce moment-là. Donc, ça nous a, voilà. Bon, nous, ça nous a pas aidé dans ce sens-là parce qu'on a lancé juste après le dernier confinement. on a eu beaucoup de frustration parce que on a évité. À chaque fois, on se disait, il faut qu'on lance, il y a le prochain confinement qui arrive. Et mince, ce sera pas celui-là. Bon, on lance, il y a plus de confinement, tant pis. Mais au moins, ça a prouvé que le modèle d'épargne en ligne s'est vraiment développé à cette période-là et donc qu'il y avait un vrai potentiel. Mais surtout, ça nous a mis dans une bulle. En fait, de concentration, ça veut dire que quand tu es bloqué chez toi, tu peux rien faire, donc tu es obligé de bosser sur ton projet. Ouais. Et ça nous a mis dans une vraie bulle, une vraie atmosphère de travail. En fait, ça nous a fait quand même aussi gagner beaucoup de temps parce qu'on est passé d'un monde où dès qu'on voulait voir un business angel, fallait se déplacer. Et là, en fait, on pouvait enchaîner, je pouvais enchaîner 4 visios avec 4 business angels différents en une matinée. Donc, il y a quand même un gain de productivité qui a été permis à cette période-là. Et donc, je pense que c'était quand même bénéfique. Et puis, il y a eu aussi un gain de confiance parce qu'on a été amené à utiliser de plus en plus des solutions en ligne. Donc, je suppose que ça faisait moins peur aussi d'être un acteur en ligne. C'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on a parlé de Goodvest aujourd'hui, mais du coup, quels sont un peu tes projets pour la suite ? Est-ce que tu vas te développer autour d'autres solutions ? Parce que là, vous êtes concentré sur l'assurance vie. Est-ce que tu as prévu d'autres solutions ? Quels sont tes grands projets, quoi ? Complètement. Notre ambition, c'est vraiment de devenir la solution de référence pour l'investissement responsable, d'adresser toutes les verticales de l'investissement engagé. Donc, on a commencé par l'assurance vie. On a décliné avec Goodvest Kids il y a quelques mois qui permet aux parents d'investir pour leurs enfants plutôt que choisir un livret qui va être carboné et qui ne va pas apporter un rendement qui couvre l'inflation. Ça, c'est une solution d'avoir une assurance vie engagée. Donc Goodvest Kids. Là, on est en train de travailler sur notre 3e produit qui est le plan d'épargne retraite. Ouais, j'allais te poser la question. Justement. Assez chaud là en ce moment parce qu'il ne faut pas compter sur l'État pour avoir une retraite suffisante. Je te le dis tout de suite et j'en mets mes 2 mains à couper. Va falloir avoir une retraite complémentaire et autant qu'elle soit engagée parce que notre retraite c'est pas pour tout de suite, surtout pour les personnes qui écoutent le podcast, et donc autant financer des entreprises qui vont nous permettre d'avoir une retraite qui va être vivable. Et on va continuer à décliner d'autres produits. On travaille sur de l'investissement immobilier qui réduise l'empreinte carbone des bâtiments et leur empreinte au sol également, du private equity et plein de nouvelles choses. Et toi, dans 5 ou 10 ans, est-ce que tu seras toujours chez Goodvest ou est-ce que tu auras lancé d'autres boîtes potentiellement dans l'événementiel du coup ? Je pense que je serai encore chez Goodvest. Après, rien ne m'empêche de créer des side projects, etc., comme font certains entrepreneurs, mais le projet me passionne et il y a un truc à faire. Il faut absolument qu'on change le fonctionnement de la finance. C'est très très compliqué parce que j'ai reçu un message sur LinkedIn il y a quelques semaines de quelqu'un qui nous disait franchement c'est génial ce que vous faites mais je trouve que vous n'allez pas assez loin, mais en même temps vous faites avec l'existant. Et c'est vrai qu'on réinvente pas l'assurance vie, on réinvente pas les fonds d'investissement, on est obligé de faire avec l'existant et de changer l'existant et ça prend du temps, c'est long, c'est un long chemin de bataille. On est en train de créer en collaboration avec une société de gestion notre propre fonds pour avoir des critères qui vont être encore plus exigeants. Donc c'est super excitant, il y a beaucoup de choses à faire et on se va continuer pour changer la finance et il y a beaucoup de choses à changer. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Joseph. Et comme la saison précédente, je laisse à mon invité le soin de faire tout le travail et de conclure ce podcast. Donc si tu veux, la caméra est ici. Tu peux t'adresser directement à ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Déjà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que c'était clair et que vous avez compris un peu ce qu'on souhaitait faire chez Goodvest. En tout cas, moi, je vous invite à faire attention à où vous placez votre argent. Il a un impact qui est considérable. L'épargne moyenne d'un Français, c'est 25 000 € et 25 000 € laissés sur des livrets et des comptes courants, ça contribue à beaucoup d'émissions de CO2, 11 tonnes. C'est l'équivalent de 10 vols Paris-New York en avion par an, chose que j'espère vous ne faites pas. Et donc, je vous invite à regarder, à creuser les solutions d'investissement qui existent. Il y a Goodvest, il y a aussi des solutions de crowdfunding si vous voulez financer des petits projets à impact autour de chez vous et à prendre en main votre épargne et le plus tôt possible parce que c'est important pour la planète et c'est aussi important pour vous parce que le plus tôt vous commencez à investir et le plus tôt ça sera bénéfique pour votre épargne. Voilà. Merci beaucoup Joseph. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé ou écouté ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de Business School.